Nouvel épisode de vlog aujourd'hui. On est avec Justin Dubé-Famille de chez Romcoeur. Romcoeur, c'est une entreprise qui design des environnements. On va en apprendre plus à travers la discussion. Mais première chose, on a commencé à travailler avec Justin, ça fait peut-être 1 an et demi. On photographie en fait vos projets à la fin. La raison pour laquelle on a commencé à travailler ensemble, c'est surtout à cause de Maxime Desjardins. Ouais. Mais aussi, on a continué à garder cette relation-là parce que nos entreprises se parlent au niveau des valeurs. C'est beaucoup plus fort que juste un fournisseur ou un client. Je pense que c'est quelque chose qui prime pour nous. Puis je pense que tu es d'accord avec moi de dire ça. Ben oui, bien sûr. Puis, tu sais, autant que ce soit l'équipe qui travaille avec ton équipe, pas nécessairement juste nous deux, même que c'est très rarement nous deux, mais on est capable de s'entendre sur que les équipes, en fait, travaillent bien ensemble parce qu'ils ont des valeurs similaires. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton parcours en design industriel? Tu es parti des études, designer industriel, tu as formé une entreprise qui est Romcoeur. Comment ça s'est passé tout ça? On y va très long ou très court? Moyen? Ouais. Non, mais en fait, j'ai commencé avec les études universitaires. J'ai commencé en ingénierie. J'ai étudié 2 ans en génie mécanique, puis c'était pas trop pour moi. Beaucoup trop vrai ou faux, noir et blanc, toutes les nuances. Pas assez créatif. Non, ben non, ça peut être. Au fait, quand tu étudies en ingénierie, c'est pas très créatif. La créativité est demandée beaucoup plus tard. Ouais. Mais cette rigueur-là que j'aime quand même, les sciences, j'ai trouvé que ça comblait. Il y a un autre côté qui manquait pour moi, puis c'était la créativité. Donc, quand je suis tombé en design industriel, que je ne connaissais pas, ça en parlait avec un architecte. L'architecte a dit: Ah, tu vas aller en design industriel. C'est quoi le design industriel? Donc, je suis tombé là-dedans. Puis, tout de suite, en fait, je me suis reconnu dans les gens. Tout de suite, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de gens. Et puis, c'était juste facile pour moi de procéder là-dedans. Mais le côté technique de l'ingénierie que je trouve qui est reflété dans l'entreprise aujourd'hui demeure toujours et qui a un côté important pour moi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai étudié un peu en ingénierie, puis 4 ans en design industriel. J'ai fait un échange à Copenhague, Denmark's Design School, qui était une superbe expérience parce que la vision du design est quand même différente de celle qu'on a ici en Amérique du Nord. Ils sont quand même reconnus pour certaines formes de visuels ou de façon des objets qui ont plusieurs utilités, des trucs comme ça. Ah oui, mais le design danois est reconnu. Ouais. Ouais. Ben, chaque pays a leur marque, je trouve. Au Canada ou en Amérique du Nord, c'est une marque très multiculturelle, si on peut dire, au niveau du design, tandis que, bon, au Danemark ou en Italie ou en France, on peut avoir des designs beaucoup plus spécifiques à une culture, sans nécessairement voir la culture passer à travers leur design, mais vraiment un design qui a un style signé un peu par cette culture-là. Ouais. Donc ça, c'était un bel échange. Après ça, ça m'a amené à travailler 3 ans en Italie, dans une petite boîte avec, j'avais 3 patrons, j'étais le seul employé, 2 architectes, un designer, et puis ça m'a vraiment permis de travailler les différentes échelles. Donc, d'une lampe de table jusqu'à un environnement pour un condo ou une maison ou même un entrepôt d'usine. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a remis en question. J'ai même contemplé l'idée d'aller en architecture. Okay. Parce que j'étais pas uniquement satisfait à designer l'objet, mais designer également l'environnement. Mais je me suis retenu un peu et puis j'ai poursuivi mon travail jusqu'à fonder Romcoeur en 2012. Non, en 2013. Puis comment s'est fait le passage ou l'idée, en fait, de dire, bon, ben moi, je ne suis plus un simple designer industriel, je veux former quelque chose de plus gros? J'ai jamais fait de plan d'affaires. C'est les meilleurs plans d'affaires, ça. Ouais. Quand j'ai travaillé, quand je suis revenu d'Italie, je travaillais chez Guest Communication Design. J'ai un bon patron là aussi. Travaillé 5 ans là, on a développé différents marchés, mais dans le design commercial.
Et puis, en 2018, il y a eu une récession, certaines difficultés. J'ai... 2018, j'ai dit? Oui, 2008. 2008. C'était en 2008, et puis j'allais avoir mon premier garçon, et puis finalement, ben, j'ai arrêté de travailler pour prendre le temps de faire cette transition-là avec la famille également. Et puis, ben, il s'est créé ben, les relations que j'ai développées à travers les années. Ben, quelqu'un m'appelle puis il dit tu sais, on a besoin de toi pour ta femme. J'ai commencé à travailler un petit peu comme ça. Puis en prenant soin de mon garçon, en rénovant une maison, en travaillant. Ouais, ça arrive toujours tout en même Je temps. fais des appels conférences sur une pile de gyps à la maison qu'on rénovait. Et puis, petit à petit, je commençais à être plus occupé parce que j'imagine que je devais faire quelque chose de bien parce que de bouche à oreille, ma base client s'élargissait. Et puis, finalement... Donc là, tu étais plus travailleur autonome? Oui, c'est ça, travailleur autonome. Puis après ça, ben, à un moment donné, tu réalises que tu soupes en famille, tu couches tout le monde, puis toi, tu continues à travailler jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, tu fais 1 fois, 2 fois, tout d'un coup, c'est 3, 4 fois semaine. Tu es là, OK, il faut trouver un local. Je peux plus travailler de la maison. Non, c'est ça, il faut trouver un local, il faut... ben, c'est ça. Au fait, je voulais trouver un local parce que je ne me voyais pas engager un employé, puis dire, OK, ben là, j'ai la famille qui arrive pour le souper, il y a les devoirs, peux-tu partir? Peux-tu juste continuer à travailler? Mais, tu sais, nous, on va fermer faire... la porte. ça. Moi, je dis, non, je ne vais pas faire vivre ça à mon premier employé. Donc, trouver un local dans le Myland qui est toujours le même, local qu'on a aujourd'hui, sauf qu'il a grossi. C'est le même local que vous avez juste agrandi dernièrement? Oui. Okay. Donc, ça s'est fait comme ça. Puis j'ai engagé un employé, un deuxième, un troisième. Puis ben, on était là, OK, ben, il faut une identité, il faut un nom, il faut une mission, il faut des valeurs, il faut une structure. Puis je suis encore là-dedans aujourd'hui. Maintenant, on est 8, 9 incluant moi. Puis ça fait partie du design d'entreprise. C'est comment designer ton entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est le fun aussi à faire. Oui. Ça fait quand même, là, ça fait presque 6 ans, sinon peut-être plus, 2012. Ça va faire 6 ans en février. L'incorporation Rumker. Rumker, quand il est né légalement, c'est depuis février 2013. Donc, ce qui veut dire que ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans. Vous avez fêté votre 5e anniversaire avec la sortie d'un nouveau site web. On pourra en reparler. Ah oui, le site web. Mais dans le fond, comme tu dis, c'est un travail qui est encore en cours de designer ton entreprise. Est-ce que tout ça, j'imagine, comme je disais tantôt, on a des valeurs d'entreprise qui se parlent. J'imagine qu'à travers tout ça, tu as gardé tes valeurs et c'est ça qui a donné un peu la couleur à ton entreprise? Oui. Ça, c'est un défi. C'est un défi de communiquer ces valeurs-là. Et puis, justement, la personne qui nous a mis en contact, Maxime Desjardins, m'a aidé à formaliser tout ça. Parce que quand je parle de... Déjà, je ne dis pas mes valeurs. Moi, je dis c'est important de faire ça, c'est important de ci, j'ai toujours fait ça comme ça, les clients apprécient ça, etc., etc. Puis, finalement, tu es là, OK, mais le tout de tout le blabla que tu fais, que les gens écoutent un peu, puis à un moment donné, ils disent, il est reparti, il m'a déjà dit 100 fois. Hein? Bien, c'est beaucoup de blabla, puis je suis pas bon à synthétiser ça. Puis, ben, Maxime Desjardins d'Atelier, qu'on a rencontré à travers Novae, que tu connais, je crois. Le concours, oui. Ben, c'est pas juste ça, c'est une plateforme média pour le développement social, responsabilité sociale. Novae avec Michael Carlier et puis Mathieu Salou. On se faisait des rencontres 1 fois par semaine. Au fait, c'est eux qui ont initié ça. Puis il y avait Maxime Desjardins en tête et puis moi, où est-ce que les jeunes entrepreneurs, on se rencontre, on discute de nos difficultés. Et puis c'est là que j'ai rencontré Maxime. Et puis avec ça, je me suis dit, bien, pour mieux te connaître, Maxime, je vais t'engager
pour que t'es engagé pour tes services, pour m'aider à façonner un peu la vision de l'entreprise. Et puis, il a fait une superbe job où il a synthétisé en quelques phrases mes valeurs, la mission de l'entreprise. Et puis, maintenant, il faut que j'apprenne à les utiliser. Dans, il l'a fait d'une belle façon concise. Moi, je m'éparpille partout, puis il faut vraiment que je l'utilise. Tu apprennes à te restreindre à ça maintenant. Puis après ça, on en parlait tantôt aussi, tu disais que les employés amènent beaucoup à l'entreprise, donc il y a des choses qui se rajoutent, les valeurs se renforcent avec tout ça. Oui. On fait des tables rondes sur les valeurs de l'entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, designer l'entreprise, je réalise que c'est quelque chose que j'aime faire aussi. C'est être créatif dans les projets, c'est une chose. Être créatif sur l'image, c'est une autre chose. Puis ensuite, bien, sur tout ce qui n'est pas tangible, l'humain. Ressources humaines. En fait. Oui, l'humain, c'est une autre chose. Et puis, j'ai une consultante que je vois régulièrement, qui est comme un peu mon psy professionnel. Et puis, elle m'aide beaucoup dans les ressources humaines, tout ça. Et puis, combiné avec Max, ça fait je trouve que ça complète bien, puis ça m'aide à cheminer et puis à éclaircir mes idées sur où est-ce que je veux que l'entreprise s'en aille. Et puis, évidemment, on fait des tables rondes avec les employés aussi. Donc, pour eux, les valeurs, c'est quoi? Et puis, ça se fait naturellement. Ça tombe pas mal dans ce que moi, je vois comme valeur d'entreprise, les miennes aussi. Et puis, on a vraiment une belle équipe. Vraiment une belle équipe. Effectivement, moi, j'adore travailler avec ton équipe. C'est très, très, très chouette. Puis avec ça, dernièrement, vous avez eu le lancement de votre vlog et de votre site web. Ouais. T'as pas l'air chaud à l'idée d'en parler. Non, ben, au fait... Qu'est-ce qui s'est passé avec le site web? Peut-être mon côté ingénieur dans tout ça fait que quand j'ai un projet client, il y a des critères de temps, de performance, de coût, puis évidemment d'esthétique, mais l'esthétique reliée à leur marque. Donc, tu peux pas, si c'est rouge, tu ne peux pas proposer rose, à moins qu'il y ait un lien avec, mais sinon, tu restes quand même assez bien encadré dans cette marque-là. Je pense que c'est important de travailler avec. Nous-mêmes, on le fait, on travaille avec les marques, on travaille avec leur brand book, avec leurs contraintes, puis je pense que c'est une raison pour laquelle nos travails sont gardés auprès des clients, c'est qu'on respecte ça, leur image à eux, comme on respecte la nôtre. Mais j'imagine que le tien, en fait, la problématique venait probablement que ce que j'entrevois, c'est qu'il n'y en avait pas. Non, c'est ça. Donc là, tu es là, OK, est-ce que tu un peu à gauche, un peu à droite? Ah, je sais pas. Hey, j'ai vu ça qui est super beau aussi. Ah, ça m'a donné d'autres idées. Ah non, mais OK, maintenant, il faudrait tout changer. OK, non, on ne fait pas ça. Puis finalement, je réalisais que je n'étais pas très bon à faire un choix. Pour moi, puis un peu comme ce que tu dis, là, create something today, even if it sucks. Ouais, ça, on le regarde moi, je le regarde tous les jours, puis je pense que c'est quelque chose qui est très important pour aller plus loin, en fait. Ouais. Bien, au fait, on veut vraiment... Au fait, on a appris comme ça, puis ça là, c'est tard, je trouve, de vouloir produire quelque chose pour que ça soit parfait. Puis c'est pas des gens qui réussissent, je trouve, les entreprises qui réussissent, puis c'est pas parfait non plus, mais tu avances, tu mets quelque chose, puis c'est testé, puis tu vois les faiblesses, puis tu l'améliores. Parce que si tu essaies, c'est parfait, c'est jamais parfait en bout de ligne. Parce que tu penses que c'est parfait, tu le sors, tu le testes, puis ah non, OK, j'avais pas pensé. Donc tout ce temps-là que tu l'as pas mis sur le marché ou tu l'as pas testé, je parle d'un service, pas nécessairement un produit. De tout, en fait. C'est ça. Ça fait que c'est plus difficile pour toi d'évoluer dans l'apprentissage. C'est vraiment sensiblement ça. C'est que tu apprends à travers tes erreurs. C'est ça qui te fait évoluer. Donc, je pense que le create something today, even if it sucks, c'est que aussi, c'est si tu fais quelque chose, peu importe c'est quoi, créer, pour moi en tout cas, c'est de créer soit une structure d'entreprise, un fichier Excel qui te permet de calculer des choses, un dessin, une idée, d'en parler autour de toi.
si tu fais quelque chose chaque jour, tu vas arriver plus loin que celui qui ne l'aura pas fait. Non, c'est ça. Fait que nécessairement, comme tu disais tantôt, là, en dehors de la caméra, le success, la ligne, n'est pas directe. Fait que, mais si tu en fais un petit peu tous les jours, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas monter, tu vas descendre, mais il va y avoir quelque chose qui va se construire, nécessairement quelque chose de solide si tu as travaillé un petit peu tout le temps. C'est un peu. Je suis content que tu aies fait référence à mon coussin. Il est un peu comme way out there, là. C'est comme, even if it sucks, I'm wow, OK. Mais, ouais, je Fait que pense le site web, en fait, ça a été quelque chose de difficile à passer à travers. Oui, au fait, c'est comme la bête que tu ne sais pas comment prendre, puis que tu essaies aussi tu sais, ça prend ça de temps à faire, puis tu essaies de le mettre à vertical, puis la rentrer dans ton planning, puis tu sais, ça ne marche pas. Et puis j'avais fait quelque chose avec un bon ami à moi, mais également un graphiste. Il a fait un super beau travail. Puis ça a pris du temps. Après ça, puis ça a pris du temps, pas à cause de lui, mais à cause de moi. Finalement, on arrive à quelque chose que j'aimais bien. Là, ça a pris du temps avant que finalement je me mette à mettre du contenu dessus. Puis quand on a mis du contenu, ça ne marchait pas. C'était ah, ça marche pas. Là, on essaie. Ah, puis là, finalement, ça devenait vraiment un problème. Le contenu sur cette plateforme-là ne fonctionnait pas en fonction de ce qu'on voulait vraiment faire. Puis, donc tu sais, on l'avait pas. Au fait, il aurait fallu le tester bien avant, être plus rapide là-dedans pour justement avancer puis l'améliorer. Donc, finalement, on a tout scrappé ça. Puis à travers la rencontre avec Maxime pour établir la vision, la mission, positionnement d'entreprise, bien, on a refait le site web aussi, qui est, là, il manque l'information. Ça a commencé en quelle année, le site web? Je ne sais pas. Il ne veut pas le dire. Ça a commencé avant 2013. Wow! Ouais. Mais tu sais, on priorise les clients aussi. Hein? Puis on priorise. Puis pour moi, quelque chose qui est important, c'est prioriser les clients, la famille. Au fait, c'est vraiment un ballon là-dedans. Tu sais. Et puis, à un moment donné, tu dis, ben écoute, la croissance de mon entreprise s'est fait, je pense, dans sa totalité bouche à oreille. Vraiment. Ben, c'est le meilleur marketing. C'est ça. Donc, puis c'est sûr que là, après ça, à partir de où est-ce qu'on veut développer d'autres marchés, là, il faudra être un peu plus agressif, trouver une stratégie, puis travailler vers ça, qui est quelque chose qu'on fait également. Mais tous mes clients, ça a été bouche à oreille, puis à travers un bon service. Donc, c'est en se concentrant sur eux. Le site web, après, c'est beau. C'est important aussi, je crois. C'est peut-être pas essentiel à toi de me le dire, mais est-ce que c'était essentiel à votre survie? J'imagine que non, parce que en fait, l'entreprise a évolué à travers seulement le bouche-à-oreille, puis sans site web. Oui. Je crois que maintenant, c'est le site web, je reconnais qu'il aurait dû être sorti plus tôt, parce que ça donne une légitimité à l'entreprise, autant au niveau des clients, que les fournisseurs aussi, à plus petit égard, mais je pense que c'est vraiment client et puis la possibilité de recruter. C'est les jeunes, ils vont voir le site web. Une compagnie qui n'a pas de site web, ça s'ébruite moins bien, tout se passe sur Internet aussi. Donc, ça, je reconnais que le bouche à oreille marche bien entre les clients, un peu à travers les fournisseurs, mais à un moment donné, chez les jeunes ou professionnels qui cherchent à travailler en quelque part, c'est important aussi. De te mettre sur la map aussi. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, là, on parlait de ressources humaines tout à l'heure, mais moi, mes rencontres avec les candidats potentiels, c'est une longue rencontre, là. Tu sais, eux autres, ils viennent souper à la maison. Je présente mes enfants. Là, ils gardent les enfants pendant que je vais au cinéma. Si ça ne marche pas, ça passe pas. Non, c'est juste, pour moi, c'est important bien connaître la personne, pas uniquement sur juste présenter un portfolio, mais son parcours. Ce qui a voyagé, pas voyagé, ses passions, ça donne parce qu'une personne, c'est pas une facette. Puis tu ne vas pas travailler avec une facette de la personne. Une personne, c'est une multifacette, puis
Puis c'est ça qui fait la personne, puis sa richesse. Donc, si tu ne viens pas pendant l'entrevue à connaître toutes ces facettes-là, ça ne te donne pas un portrait juste de la personne. Et puis, ça, c'est une chose. Puis après ça, bien, nous, on a des facettes aussi. On a une entreprise. Donc je présente mon entreprise. Puis des fois, je me sens comme si je fais un pitch. Tu sais, quand tu dis, bien, voici ce qu'on fait. Tu sais, hein, puis tu essaies de leur dire, bien, voici. Lui aussi, en fait, est libre de choisir. Ben oui, ben c'est Tu sais, ça. c'est pas juste dans un sens, en fait. Exact. Là, quand tu Exact. cherches une job, c'est pas juste toi qui se met sous l'entreprise. C'est que en fait, moi, j'ose espérer que les employés cherchent aussi des entreprises où travailler, puis ils ont un certain but de travailler là. Ça reflète En tant également. qu'employeur, il faut aller justifier ce lien-là aussi. Oui. Ben oui, bien sûr. Puis que ça reflète leur valeur à eux aussi. Ça, je crois que c'est plus une job pour une job. Là. C'est vraiment. Aller chercher tout le monde le sait, les milléniaux. Ah, ben, je pense que tout le monde cherche de plus en plus, peu importe les générations, tout le monde cherche à se sentir valorisé puis être dans un environnement qui, oui, c'est du travail, mais c'est un environnement où ils se sentent à l'aise, un peu chez eux. Puis pour moi, c'est important, ça, qu'ils se sentent bien, puis qu'il y a des défis. Bon, tout ça, ça fait partie du travail, mais toutes les valeurs c'est beaucoup plus communiqué, puis je pense que c'est plus générationnel, ça. Oui, il y a les plus jeunes générations, mais vraiment, c'est beaucoup plus large maintenant. Oui, plus une question de société qui a bougé vers le besoin d'être confortable, puis de ne plus être mis dans une case nécessairement. Oui. Ça reflète la société occidentale, qui arrive à un certain confort de société où est-ce qu'il y a des enjeux. Il y a toujours des enjeux très importants, mais on s'entend que les enjeux qu'on a en Amérique du Nord ou en Europe sont nettement différents qu'en certaines régions en Afrique ou en Asie. Ce qui fait que je crois que ça permet aux gens, on sort un peu de... mais pour le ramener à la société, puis ceux qui cherchent à trouver un emploi, mais là, c'est plus work pour gagner un salaire, pour faire vivre la famille, mais c'est de se sentir engagé en tant que personne à travers toutes ces facettes. Moi, j'aime ça, comment tu procèdes. Avec tout ça, tu as lancé le site web justement pour être plus facile à trouver, pour être plus facile à montrer ton travail. Puis, tu as eu une résolution de partir un vlog. Oui. Sans peut-être le savoir, j'avais un projet de vlog aussi en tête, puis tu nous as vraiment donné, en fait, à moi, mais donné le coup de pied au cul, justement, pour partir le projet du vlog Pingouin. Comment ça se passe de ton côté, ton vlog? C'est aussi tough. C'est même plus tough parce que je suis partie prenante du vlog. Mais tu as mis la barre haute, là, quand même. Ton premier vlog était super dynamique. C'était vraiment... on rentrait vraiment bien dans l'entreprise, tout ça. On faisait un beau tour. Est-ce que tu t'es mis beaucoup de pression? Non. Je pense pas que c'était de la pression. Comme je disais tout à l'heure, bien, naturellement, je suis pas du type à me mettre sur les projecteurs. Conceptuellement, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de communiquer mon savoir, pas juste le mien, mais celui de l'entreprise, de mes partenaires, tout ça. Bon, il y a un petit côté un peu qui ne vient pas naturellement. Donc ça, c'est une première barrière. Puis, bien, comment on a construit nos 2 vlogs à date qu'on a fait, bien, c'est assez dynamique. Puis c'est grâce à Olivier Roberge qui fait la rédaction du scriptwriting. Je cherche le mot en Concepteur-rédacteur? Non, du scriptwriting de scénario. Cinéma. Scénario, c'est ça, scénariste. Donc, il fait ça, puis il fait également du film. Il a fait un long métrage, des courts métrages, et puis qui est quelqu'un proche de moi. Et puis, j'ai décidé de l'engager pour faire ça aussi. Puis, un peu comme ma béquille, dire hey, est-ce que toi, tu peux me filmer au lieu que moi, je me filme à faire ça? Puis, c'est jongler avec ça aussi, parce qu'il ne peut pas être partout où est-ce que je suis. Donc, moi, je dois avoir le réflexe de prendre la caméra et me filmer, parler à la caméra, me filmer des sujets intéressants de notre parcours professionnel. Et puis,
Tout ça pendant que je gère la RH, la comptabilité, puis les crises. Il n'y a rien de mieux que voir un problème pendant une installation, le capter sur film, puis capter sur film la résolution du problème. Ouais. Mais De faire tout ça en même temps, faire tout ça en même temps, c'est un gros défi difficile. pour quelqu'un qui ne savait pas naturellement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, le vlog 3, il faut qu'il sorte, il faut qu'il commence, il faut qu'on le construise. Puis toujours dans la même dynamique de ce qu'on a fait pour les deux premiers, c'est choisir un sujet. Donc, soit que c'est un partenaire, soit que c'est quelque chose à l'interne, soit que c'est un projet. Quand je dis partenaire, ça peut être un sous-traitant, ça peut être un client. Et puis, on a différentes pistes, puis là, il faut en prendre une. On a 3 pistes qu'on aimerait déjà faire, là. Donc, c'est à poursuivre. C'est à poursuivre. Juste que la barre haute, je l'ai mise quand je me suis dit que j'allais essayer d'en sortir par mois. Oui, bien, je te suis un peu là-dessus parce qu'on avait un peu la même réflexion, nous. Maxime m'avait reposé la question un peu à propos du vlog, puis je trouve ça le fun d'en parler avec toi parce que nous, on avait un peu cette réflexion-là de dire comment on montre tout ce qu'il y a dans l'entreprise, qui forme l'entreprise, tout ça. Puis la formule qu'on a trouvée, en fait, c'est d'échanger avec les gens qui forment cette entreprise-là. On s'installe, on fait ça, on en tourne effectivement plusieurs dans le même court laps de temps. Puis après, ça nous permet d'avoir ça pendant plusieurs mois et en sortir un par mois. Fait que le temps de production, c'était de le maximiser. Puis oui. C'est sûr qu'on ne voit pas les problématiques, tout ça, mais effectivement, je ne suis pas quelqu'un non plus qui aime avoir le focus sur moi ou mettre les projecteurs. J'aime beaucoup plus parler de l'entreprise, parler de l'équipe, tout ça. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix, je pense, de te mettre devant la caméra un peu. Puis pour nous, c'était de voir comment on peut faire parler les gens autour. Fait que c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, pour que toi, tu parles de qu'est-ce que tu amènes à l'entreprise. Merci beaucoup pour ça. Ouais, ça fait plaisir. Mais sinon, je pense que vous aussi, c'est ça, comme tu disais, faire découvrir des partenaires, des clients, des sous-traitants, des gens qui vous permettent d'avancer dans vos projets. Qu'est-ce qui est important pour toi, puis comment est venue cette idée-là d'illustrer un peu l'arrière-scène de cette entreprise-là? Pas mal comme tu viens de dire, l'arrière-scène, pour nous, c'est important. Nos 2 écoles nous apprennent beaucoup de rendre un produit impeccable esthétiquement. Et puis, on le voit, moi, je vois des portfolios des candidats. Puis là, je suis là, OK, j'aimerais voir des esquisses, j'aimerais ça voir des dessins techniques, j'aimerais ça voir ce qui t'a amené à ça. Et puis, c'est comme l'exemple que j'utilisais tout à l'heure. Quand tu étudies en design industriel, tu comprends la complexité de produire un objet, ou en architecture, la complexité de construire une maison. Mais toutes les autres personnes, ils ne voient pas ça. Donc, tu sais, la fourchette, oui, ça ne pousse pas sur un arbre, mais c'est un peu presque ça. On arrive au magasin, on l'achète, on l'utilise, on le jette, on en achète un autre. Et puis, ce processus-là, il est super intéressant. Maintenant, on les composte. Oui. Le métal, ça se recycle. Mais, donc le vlog, pour moi, c'était montrer, comme tu as dit, l'arrière-scène de notre travail, de nos partenaires. C'était 2 choses. Un, c'est l'arrière-scène de ce que nous, on fait. Puis tout ce qui est poussiéreux, pas léché, pas parfait. J'aimerais ça pouvoir attraper sur caméra quelque chose qui tombe ou qui pète ou qui ne marche pas. Mais ça serait le fun parce que c'est ça, les clients ne réalisent pas. Ils veulent ça pour telle date. Puis nous, on est comme... Des fois, on n'a même pas le temps de faire un proto puis le tester. Donc, on est tous dans de la théorie. Puis on le produit, puis on se ronge les ongles. Hey, OK, ça marche. Ou, ça marche pas, mais ça passe. Ou ça marche pas du tout. OK, vite, comment qu'on fait pour que ça marche après? Puis tu essaies de prévoir tout.
Mais à chaque fois, c'est comme, j'ai tout prévu, puis ah ouais, celle-là, j'ai jamais pensé. Donc, tu sais, ce serait le fun de capter ça sur caméra, puis partager ce processus très imparfait, mais nettement plus coloré que comme un moule qui fait juste travailler, puis, tu sais, Ouais. beau design, beau dessin technique, belle production, c'est livré, léché, belle photo. Tu sais. On est habitué à ça. Ouais. Et puis, je voulais un peu casser ça. Et puis l'autre volet, c'est bien mettre en avant les partenaires, comme toi tu fais là. Ouais. On travaille avec des gens, chez Rumcar extrêmement fidèles à nos partenaires. J'en ai quelques-uns que je connais depuis 2003, que je travaille avec depuis 2003. Je ne questionne pas leur prix, je leur fais confiance par rapport à ce qu'ils livrent et le coût versus ça aussi. Bon, des fois, on rediscute. Tu sais, des fois, le client il dit, ben là, mon portefeuille, mon budget est ça. Puis, bon, on rediscute, puis on voit d'autres méthodes. Mais c'est vraiment une belle relation de confiance. Et puis, je crois que ça mérite d'être mis de l'avant parce que c'est grâce à eux qu'on est en mesure d'offrir tous nos services. Ouais. Sans eux, il y aurait tout un volet. Tu sais, être créatif puis être capable de développer des choses techniquement, c'est une chose. Mais là, quand tu as un partenaire qui interprète tes dessins techniques, puis qui est capable de les amener à un autre niveau, en sachant très bien tes critères, puis ton niveau de souci ou du détail, puis que lui, il sait, il te rappelle, il dit « Hey, t'as pensé à ça, mais je pense à un autre truc. » Puis « Ah ouais, OK. » Puis finalement, c'est de la co-création. Pour moi, c'est une richesse qui est super importante. It goes hand in hand. On peut pas les enlever. C'est d'autant plus important d'avoir des partenaires qui te ressemblent. Ouais. Parce que si toi, tu veux livrer une certaine qualité à ton client, il faut que ton partenaire ait les mêmes standards ou les mêmes réflexions. Ou si toi, tu es habitué de résoudre certains problèmes plus compliqués, bien, il faut que le partenaire, lui aussi, soit capable d'embarquer dans cette direction-là. Oui, bien sûr. T'sais, nous, en fait, ce qu'on recherche beaucoup aussi, c'est, puis je veux dire, ça se fait pas avec un questionnaire, tout le monde, ça se fait à force de travailler avec la personne. Le contact humain, pour moi, est super important. Mais également que nous, le service que Rumcar offre à ses clients, c'est on les soutient. T'sais. Puis même si c'est à eux de nous livrer telle affaire pour qu'on puisse faire leur projet à temps, on se sent responsable si eux autres ne nous livrent pas à temps. Ouais. On est content. Hey, c'est important. On n'est pas là à dire ben il faut qu'ils nous. Ah, ils ne nous ont pas envoyé l'information, mais on ne peut rien faire. Non, on tient le projet à cœur. Ouais. Puis, on les soutient dans le processus parce que ce n'est pas ça leur expertise. Le design, le développement créatif et technique et la production de leur environnement, ce n'est pas leur expertise. Même chose pour nous. Notre expertise, ce n'est pas construire quelque chose en métal ou en ébénisterie ou en plastique. C'est eux. Donc, je m'attends à ce qu'eux autres me proposent des idées innovantes, qui me soutiennent aussi dans mes décisions. Puis finalement, on est une équipe. On est une équipe, on co-crée ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça, vous impliquez beaucoup vos partenaires dans votre processus de construction, mais comme Rumcar design de l'espace, on n'en a pas nécessairement parlé beaucoup, là, mais Rumcar, en fait, vous designez des espaces, des présentoirs, des trucs comme ça. Vos partenaires sont appelés à travailler avec vous sur les dessins ou plus à pitcher des nouvelles idées? Non, en fait, nous, un peu. Ce qui se passe, c'est que nous, on conçoit l'espace ou le présentoir ou le comptoir pour une marque spécifique. Donc, ça peut être un magasin, comme ça peut être juste un petit présentoir sur un comptoir. Donc, ça va de l'objet à l'espace. Évidemment, ça, c'est la co-création avec le client, parce que le client connaît bien sa marque. Et puis, avec son feed à lui, puis les évolutions que nous, on a ensemble, bien, on arrive à un résultat. Ensuite, on développe techniquement pour la production, sauf que c'est un dosage, savoir où on arrête les détails techniques, parce que ça arrive souvent
un manufacturier, lui, a sa façon de produire. Ouais. Puis chacun a sa façon, selon ses outils, pour arriver à un résultat identique. Après ça, la qualité, il faut le tester, hein, mais un résultat identique. À partir de là, si nous, on fait des dessins techniques trop détaillés, bien, c'est du temps passé en trop qui est même pris sur le processus de développement technique du fournisseur, Ouais. du sous-traitant. Donc, c'est vraiment, moi, j'aime ça engager la discussion beaucoup plus tôt. Envoyer les dessins 3D au fournisseur, dire ça s'en vient, voici ce que tu vas avoir. Ah, ouais, OK, c'est quoi? Il voit venir, il voit le train venir, c'est pas juste que ça sort du brouillard. Donc, il y a ça. Et puis après ça, bien, c'est beaucoup d'échanges, les rencontres, des fois, qui prennent un après-midi de temps. Et puis, où est-ce qu'on décortique le projet au complet. Et puis après ça, le fournisseur, lui, poursuit son processus. Puis nous, on doit valider, bien sûr, avec lui. Mais c'est pas aussi, voilà les dessins techniques. Et puis lui, c'est pas autant, voici comment tu dois le faire. C'est vraiment une écoute entre les deux. La communication qui est clé, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a des fournisseurs qui disent, ben nous, c'est comme ça, tu sais. Ou, ah non, c'est impossible. Ben OK, mais laisse faire. On ne va pas travailler ensemble. Non, c'est ça. C'est plus de trouver des solutions pour arriver à un but commun sans nécessairement penser qu'il y a juste une solution. C'est que toi aussi, tu es ouvert à recevoir plusieurs solutions. Puis le partenaire que tu as trouvé est ouvert à te proposer différentes choses exact. aussi. Ouais. Puis comment... ben, en fait, pourquoi, à travers le vlog, puis pourquoi... à travers en fait, ça a l'air d'être beaucoup plus que juste dans le vlog, mais pourquoi c'est important pour toi de faire connaître tes partenaires? Au-delà du portfolio qui est juste léché puis du côté imparfait, mais pourquoi montrer ça au grand jour? Bien, c'est mes amis. c'est pas les amis comme on connaît, des amis d'enfance ou des amis les week-ends, c'est des gens avec lesquels on travaille quasi quotidiennement. Et puis qui tiennent à cœur. Que tu vois presque des fois plus que ta Ben famille. ouais, c'est ça. puis on est sur l'installation, on est là avec eux, on est à quatre pattes dans la poussière, essayer de trouver une solution sur comment faire fonctionner quelque chose pour que l'électricité passe. Tu as vécu des moments là, tendus ou des difficultés, puis ça crée des relations, des relations qui sont importantes. Et puis, ça fait partie d'un tout. Donc, pour moi, c'est juste naturel que ça soit partagé. Comme s'il faisait partie prenante de l'entreprise, en fait. Oui, ben oui, bien sûr. Ouais. Donc, non, on est vraiment, pour moi, c'est important la fidélité. Puis je trouve ça incroyable, c'est le plus bas soumissionnaire. Tu sais, des fois, je le dis, des fois, j'ai des clients qui me disent, là, il faut faire bider 3 personnes, puis je comprends leur réalité, puis il faut épurer les dépenses, tout ça. Mais je leur pose tout le temps la question, est-ce que vous avez des critères par rapport aux propositions? Donc, vous avez les critères, là, je parle uniquement, mettons, de la production. Bien, les critères de coût, bien sûr, mais après ça, est-ce que c'est une entreprise qui a passé à travers plusieurs épreuves avec vous? Est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce qu'ils ont une relation de longue date avec vous? Parce que, tu sais, il y en a là à l'appel, des histoires plus bas soumissionnaires, puis là, tu arrives avec des surprises. Tu arrives avec un produit qui n'est pas concluant. Puis en bout de ligne, ça revient à coûter plus cher. Oui, parce qu'après ça, ils viennent cogner chez vous. Nous aussi, on le voit très, très souvent. On prend le plus bas soumissionnaire, puis après ça, ils viennent te revoir, puis ils disent « Ouais, mais j'ai déjà dépensé, là, tu pourrais-tu baisser ton budget parce que j'ai déjà dépensé, en fait, puis je n'étais pas content. » Ou est-ce qu'à un moment donné, je suis totalement d'accord qu'effectivement, le plus bas soumissionnaire, c'est pas nécessairement ce qui va t'offrir le meilleur. C'est pour ça, maintenant, de plus en plus, il y a d'autres critères. L'expérience, le portfolio, projet réalisé connexe, bon, des choses comme ça. De plus en plus, je vois aussi la responsabilité sociale,
qui est intégré dans le c'est quoi ton apport là-dedans si on te donne le projet. Donc, ça, c'est intéressant. Mais t'imagines si moi, je changeais de fournisseur à chaque projet, il y aurait au niveau personnel. Oui, peut-être qu'on se fait plus d'amis, je ne sais pas. Mais à un moment donné, ça vient diluer, puis il n'y a pas un apprentissage. Non, puis la qualité ne suit pas non plus, dans le sens où tu ne peux pas être toujours à ton meilleur quand c'est la première fois que tu travailles avec quelqu'un. Fait que c'est sûr que ça prend un certain apprentissage, je pense, avec les fournisseurs ou avec les partenaires avec lesquels tu travailles. Exact. Ouais. D'apprendre à se connaître, d'apprendre à avoir le bon fit, puis c'est ce qui va donner un produit presque parfait. Oui. Bien, il y a juste le travailler avec quelqu'un où est-ce que ça a mal été aussi, puis il a rattrapé à balle, où il y a eu un apprentissage, puis on était allé à la guerre ensemble. Bien, c'est nettement plus riche, je trouve, que prendre le moins cher. On peut être agréablement surpris aussi. Il y en a qui vont pider moins cher, puis avoir le projet, puis ils sont très bons. Il y en a qui remontent leur prix après pour se rattraper. Il y en a qui ne remontent pas leur prix. Il y a plein de cas de figure. Mais, laisser aller un fournisseur que j'apprécie énormément, puis qui m'a backé dans tous mes projets pour essayer d'aller trouver un moins cher, c'est pas riche d'expérience et de progression professionnelle pour moi. Travail d'équipe aussi. Tu parlais des critères sociaux, tout ça que les clients peuvent vous demander d'avoir. Je sais que vous aussi, vous avez une certaine pensée vers l'écologie, l'aspect social dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites avec la mission de Romcoeur un peu, là, comment vous approchez certains projets avec tous ces critères-là en tête? Bien, ça, c'est un défi en soi. Le côté... au fait, il y a différents processus au-delà de ne pas avoir de serviette en papier pour s'essuyer les mains à la salle de bain. On a, au lieu d'avoir... Parce que tu laves tes linges à chaque semaine. Oui, moi, à chaque vendredi, j'amène les linges à vaisselle et la salle de bain pour les laver dans la laveuse à la maison. Mais c'est pas, pour moi, je veux dire, oui, c'est des petits gestes comme ça qui, après ça, il faut faire naturellement à travers plein d'autres facettes de la vie. Ça, c'est un défi en soi, mais il y a aussi... on utilise Car2Go ou Communauto comme voiture d'entreprise parce qu'on est appelé à se déplacer souvent chez les fournisseurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, beaucoup plus logique que d'avoir une voiture d'entreprise et puis se la partager. Et puis, en tout cas, toute la complexité aussi au-delà de l'écologie. Mais pour moi, ça, c'est des petites initiatives qui sont importantes à avoir, puis ça devrait être déjà de seconde nature maintenant. Ce qui est important, c'est, là, on cherche à développer une RSE d'entreprise, donc c'est responsabilité sociétale des entreprises. Et puis, c'est pas seulement sur notre responsabilité sociale ou écologique, l'extérieur ou intérieur, mais c'est également le management responsable. Il y a Frédéric au bureau qui, elle a suivi un cours en ligne à l'Université Laval, qui est le management responsable. Et puis, ça touche beaucoup sur le côté humain, les valeurs que nous tiennent à cœur pour construire un environnement sain pour les employés. On le sait, des employés épanouis, en santé, pas en dépression, tout ça, ils ne sont pas à l'hôpital, ils ne sont pas malades, ils sont heureux aussi. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important au niveau de la société. C'est comme on veut que notre famille, nos enfants, tout ça soit en santé, mais c'est la même chose dans l'entreprise. C'est pas juste work, c'est comment les autres peuvent être bien. Donc ça, c'est un volet qui est super important. Qui est, je crois qu'il mérite d'être
pousser. Puis c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. Et après ça, bien, il y a également la responsabilité éco-responsable, qui est tout un autre défi, puisque nous, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait du design d'environnements commerciaux et design d'exposition pour des musées. Ouais. Bon, le projet qu'on a fait sur l'Expo 67 ensemble. Oui, c'est ça. Donc, il y a Expo Musée 67 au musée Stewart, Stewart. mandaté par le musée McCord. C'en est un, musée, la pièce principale au musée de la nature à Ottawa, qui est de l'exposition sur l'Arctique. C'en est un autre morceau on est particulièrement fiers. Mais c'est des pièces qui restent, ben, l'Expo 67 moins, mais c'est des pièces qui restent là pour une longue durée. Ouais. Puis pour moi, les enjeux sont culturels, en fait, éco-responsables dans la culture, si on peut, oui. Mais la grosse bête, c'est tout le volet design d'environnements commerciaux. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire un présentoir en bois. On pourrait, je veux dire, si ça rentre dans un contexte de la marque, Oui, c'est ça, le branding. Mais après ça, si les lignes guident la marque, c'est de l'or, du noir, puis de la transparence, pour ne pas le faire en papier mâché ou en bois. Donc, tu sais, c'est en acrylique. On va essayer de trouver une nouvelle... On a des pistes, on a des idées. Sauf que là, on retourne à nos entrepreneurs. Ouais. C'est eux autres aussi. OK, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, t'approvisionner en plastique recyclé d'une autre place ailleurs? Ça va coûter plus cher, mais les temps de livraison ne sont pas là. Est-ce que ça va respecter les demandes roches des clients? Est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher? Donc, tout ça marche bien si c'est bien communiqué. Ou marche mieux si c'est bien communiqué. Et puis, pour le communiquer, bien, il faut avoir construit quelque chose, un plan d'attaque. Puis c'est ce qu'on est en train de faire là. Où est-ce qu'on va arriver avec ça? Je ne sais pas. C'est un projet, là, on s'est donné 1 an dans l'entreprise pour construire notre première RSE. Puis c'est ça, que ça implique autant à l'interne que la diffusion à l'externe. Est-ce que ça impliquerait de recycler des présentoirs ou des choses que vous avez produites pour certains clients? Ça peut être un volet qui est envisageable. C'est un peu comme les maisons LEED ou en architecture. Il y a des protocoles. Au fait, c'est un processus qui est très lourd ensuite, là, où est-ce que tu as des codes à suivre, puis c'est tellement lourd que c'est très difficile de le respecter. Puis quand c'est respecté, en tout cas, c'est une très bonne initiative. Où est-ce que je veux en venir par rapport à nous, c'est que est-ce qu'il y a des codes qu'on n'utilise pas? Est-ce qu'il y a des matériaux qu'on n'utilise pas? Est-ce que ça vient à limiter l'offre qu'on peut faire dans les designs à nos clients ou non? Ouais. Donc, c'est tout des compromis, mais on ne sait pas tant qu'on ne s'engage pas dans ce processus-là. Puis, comme tu dis, recycler les présentoirs, ben oui, mais le présentoir qui est plus bon, puis qui va être jeté dans 5 ans, bien, il faut que quelqu'un nous appelle pour nous dire de venir le chercher. Il faut qu'on établisse un service de cycle de vie là-dedans. Mais cette personne-là, dans un magasin, il ne sait plus parce que c'est pas lui qui l'a reçu il y a 5 ans avant, c'est quelqu'un d'autre. Le client, la personne contact là a peut-être même changé. Ouais. Donc, tout ça, c'est des défis qui c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est une grosse bête. Puis, on va commencer à simplifier ça. Puis, c'est la même chose que maintenant, on dit on va arrêter de boire dans les pailles en plastique, on va faire plus de vélo, puis moins prendre l'auto. Tu sais, c'est des petits gestes comme ça qui sont tout petits, là, mais si ça vient de seconde nature, puis que ça peut faire des petits, donc c'est-à-dire que c'est plus juste nous, bien, tout d'un coup, c'est 100 000, 100 millions de personnes qui font la même chose. Là, c'est là que ça a un impact. Donc, on va commencer petit, on va commencer par prendre un petit morceau de cette facette-là, puis avancer là-dessus. C'est très intéressant de voir comment tu peux, comme tu disais, penser à ce RSE-là.
qu'est-ce qu'on peut faire pour changer des petites actions, en fait. Parce que c'est sûr que ça va commencer par des petites actions. Tu peux pas changer tous tes matériaux que tu utilises, puis ça risque de trop limiter ton offre aux clients. Tu sais. Si tu dis j'utilise la cire d'abeille pour faire tel présentoir uniquement, tu vas devenir trop peu flexible, en fait, auprès de tes clients, j'imagine. Faut que ça commence par des petits Tu sais, on s'était toujours dit produire local. OK, ouais, on produit local, mais là, on a des clients à Vancouver. OK. Question qui tue. Rembourses-tu tes émissions de gaz à effet de serre? C'est une discussion qu'on a eue en revenant de voyage, justement. On s'est mis à calculer. C'est fou. Puis, on s'est dit, est-ce qu'on crée on contribue à un fonds financièrement? Est-ce qu'on se met en partenariat avec une compagnie qui plante des arbres, puis on finance une partie de tout ça? Je ne sais pas, mais c'est clairement, ça fait partie de notre discussion parce que on n'a pas le choix d'être présent là-bas. Les clients à Vancouver nous apprécient énormément. Ici, ils retrouvent quelque chose chez nous qu'ils n'ont pas trouvé à Vancouver, ce qui est vraiment appréciable. Par contre, comment on peut faire ça intelligemment? C'est le next step. Donc, c'est quelque chose, oui, ça fait partie de nos réflexions là-dessus. Puis on veut arriver avec une solution. Donc, on se donne un an pour arriver avec des mécanismes tangibles, puis les communiquer aussi aux clients. Parce que nos gros clients, eux autres aussi ont des initiatives. Puis comment que nos deux initiatives RSE peuvent se jumeler, lesquelles connectent bien. Puis éventuellement, peut-être toutes peuvent bien se connecter, mais on commence au moins avec un point. Et puis, c'est un langage, hein, les ingénieurs, les médecins, les photographes, ils ont tous leurs termes, c'est un langage différent. Mais quelqu'un en marketing qui a un RSE, puis nous qui avons un RSE, c'est le même langage. Ouais. Donc, comment on peut connecter déjà ces points-là, puis ça résonne mieux entre nous deux que de dire « Hey, je propose que ça te coûte moins cher, ça te coûte plus cher, mais qu'on soit éco-responsable. » Ça, là, ouais. Mais là, si tu dis « Gars, et où ta RSE? Moi, j'ai ma RSE. » Ah ouais, OK, c'est vrai. Ah ouais, OK. Puis là, c'est plus facile de... Ça va être un élément, un critère de sélection, j'imagine, à un moment donné. Les entreprises qui vont chercher sur les départements marketing, ou nous, on travaille beaucoup avec les départements aussi ressources humaines, ils vont avoir ces critères-là au niveau des fournisseurs puis des partenaires qu'ils vont choisir. Il faut qu'ils soient absolument éco-responsables. Je pense que c'est quelque chose qui va... d'un coup que les petites entreprises vont avoir un peu emboîté le pas, comme tu dis, s'il y a une personne qui le fait ou 100 millions qui le fait, à un moment donné, ça va faire une différence. Puis, je pense que ça va amener à... on se pose la question, je pense que tout le monde commence à se poser plus les questions d'éco-responsable, puis aussi côté social. Je pense que c'est très intelligent d'y penser tout de suite pour que quand le pas va être emboîté, vous soyez déjà là-dedans. Ça me fait réfléchir. Je pense qu'on va commencer à penser à ça. C'est ce que je dis aussi à mes employés. C'est pas parfait. On essaie que je parlais tout à l'heure, de designer l'entreprise. C'est ça, on design quelque chose qui ne va sûrement pas être parfait, mais que quand, si on passe de 9 à 15, bien, c'est mis en place. Parce qu'il n'y a rien de pire de commencer à mettre quelque chose en place quand tu es trop de gens, puis qu'il faut que tu communiques tout ça, puis ça ne fait pas partie du rouage quotidien de l'entreprise. Bien, l'impliquer là, l'instaurer là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a même la structure d'entreprise avec les postes, puis on regardait ça, puis je là, ouais, OK, on se pile un peu ses pieds, là, on est 9, là. On n'est pas... c'est pas une grosse... oui, c'est ça. Donc, mais en même temps, c'est important. C'est important parce que, oui, ce que je fais là, c'est un peu ce qu'un chargé de projet fait, c'est un peu ce qu'un DA fait, c'est un peu ce que un adjoint d'administration ou un designer fait, ou vice-versa. Il y en a d'autres qui font d'autres choses, puis finalement, ça se juxtapose, mais c'est qu'à un moment donné, à mesure qu'on va avancer, bien, on va prendre l'expansion, puis bien, on ne va plus se plier ses pieds. C'est ça. Puis chaque rôle va être bien établi, puis ça va être déjà établi maintenant, ou il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est établi. Puis là, maintenant, n'importe qui d'autre qui se greffe à l'entreprise, bien,
il sait où est-ce qu'il est. Donc c'est la même chose avec la RSE, c'est les ressources humaines, Oui, tout c'est ça, la important mission, de la bien vision. structurer tout Ouais. ça. Je pense que on l'a un peu fait comme ça, nous aussi, dans le sens où on est une petite entreprise, une très petite entreprise, mais il faut faire les choses comme si on était une plus grande entreprise, pas nécessairement une très grande entreprise, mais il faut construire avec l'idée qu'on est une grande entreprise pour qu'après, après, en fait, quand les gens se rajoutent, bien, la structure est là. Mm. C'est plus facile. On perd moins de temps. Les choses vont plus de façon plus fluide à travers la structure. Pour terminer, as-tu des aspirations, mettons, dans 5 ans, Romcoeur ou Justin, ou toute cette belle famille-là, comment tu vois ça? On développe beaucoup avec Irena Lassive, qui est partenaire dans cette entreprise pour développer tout le volet expo muséal. Ça, c'est quelque chose qui est pour nous super important. Ça va chercher une autre facette de la mise en scène. Il y a la mise en scène commerciale d'un produit, l'expérience client. Il rentre, il voit quoi, il lit quoi, comment il vit son expérience à travers une marque. C'est pareil et pas pareil en design d'expo. Ouais. C'est-à-dire que le visiteur va vivre une expérience, il y aura des niveaux de communication, d'information, et puis multisensoriel aussi, qui est vraiment agréable à explorer. Et puis, c'est quelque chose qu'on cherche qu'on a déjà quelques projets. On est tout à fait confiant d'être en mesure de développer encore plus ce volet-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aspire. Puis l'autre point, bien, c'est tout simplement faire des projets où les clients, les clients de nos clients, nos partenaires, tout le monde est fier et heureux d'avoir fait, que ce soit petit ou grand. Pour moi, c'est vraiment la réelle, peut-être un peu kitsch comme réponse, mais c'est la réelle satisfaction. Je le dis beaucoup aussi. Pour moi, c'est la satisfaction du client, puis encore là, le client du client, comme tu dis, qui va au-delà de toute autre satisfaction interne. C'est ça qu'on veut, c'est que le client soit content. Puis ça, je trouve ça formidable que vous pensiez comme ça aussi. Non, c'est très intéressant d'avoir échangé avec toi là-dessus aujourd'hui. On a parlé de plein de choses. De Romcoeur, la naissance de Romcoeur, Justin, tout ça, votre site web, comment communiquer. Je pense que la question des partenaires, etc., écologie, l'aspect social, ce que je retiens beaucoup, c'est que vous avez une approche humaine. Puis ça, je trouve que c'est très important pour perdurer. Surtout aujourd'hui, en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est super important d'avoir le côté humain pour pouvoir accrocher les gens. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir nous jaser. C'était super intéressant, en espérant que les gens vont aimer ça. Si vous voulez plus de contenu comme ça, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les vlogs à chaque mois. Merci, bonne fin de journée.